Elle n'est même pas sur la liste, dit mon père en riant. Ce n'était pas un rire bruyant, mais plutôt aigu net et désinvolte, comme lorsqu'on coupe un ruban lors d'une cérémonie destinée à quelqu'un d'autre. Je me tenais à quelques pas de l'entrée de la salle de banquet du club des officiers de la marine. Une main toujours sur ma carte d'identité, l'autre serrant fermement la poignée de mon sac d'uniforme. De l'autre côté du hall en marbre, j'aperçus mon frère Eric, vêtu de son uniforme d'apparat, au centre de l'attention. Et moi, je me tenais à côté d'un agent de sécurité qui venait de me confirmer « Je suis désolé, madame. Votre nom ne figure pas sur la liste des invités. » Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une faute administrative ou une ligne oubliée sur un tableau Excel. C'était délibéré. Le plan de table avait été préparé par ma mère. La liste des invités avait été vérifiée 2 fois par mon père, le capitaine Thomas Carter, à la retraite. Et ce soir, cette grande fête de départ à la retraite, qui servait également de fête de promotion pour mon frère, était organisée comme un événement militaire traditionnel de la famille Carter. Et pourtant, il m'avait oublié. Je n'ai rien dit, ni au jeune officier qui tenait maladroitement sa tablette. Je n'ai rien dit à mon père qui avait clairement entendu l'échange, mais qui trouvait maintenant le bol à punch fascinant. Je n'ai rien dit à ma mère qui m'a jeté un coup d'œil avant de détourner rapidement le regard, comme si j'étais un problème imprévu dont quelqu'un d'autre allait s'occuper. Eric a vu, bien sûr. Il voyait toujours tout. Il a souri, pas cruellement, pas moqueusement. Juste avec suffisance, le genre de sourire que l'on adresse à un perdant à la fin d'un jeu qu'on ne pensait pas qu'il gagnerait. Quoi qu'il en soit, il se tourna vers sa femme et lui dit quelque chose à voix basse. Je ne l'entendis pas, mais son rire flotta dans ma direction. Je restais là dans mon trench coat beige, vêtu de vêtements civils. Je n'avais pas mis l'uniforme. J'avais prévu de me changer discrètement, de me révéler avec élégance, de faire une entrée en douceur. Mais la grâce ne fonctionne que dans les pièces où les gens la recherchent. Ici, j'étais invisible par choix. La salle derrière eux scintillait de nappes blanches et de bannières bleu marine. Un diaporama de photos de famille était projeté sur un écran mural. J'en ai aperçu une Eric à l'époque de l'Académie debout fièrement aux côtés de mon père. Je connaissais bien cette photo. J'étais à l'arrière-plan légèrement flou en train d'applaudir. La foule dans la salle de banquet éclata de nouveau de rire. Quelqu'un avait probablement raconté une anecdote sur les années de mon père, à bord de l'USS Theodore Roosevelt, ou peut-être sur la récente distinction décernée à Eric pour avoir dirigé un exercice logistique conjoint au large de la Corne de l'Afrique. Un héritage de la marine, c'est ainsi qu'il l'appelait. Le nom Carter perpétué par Eric l'héritier. Je me suis retournée vers le jeune officier. Son visage exprimait des excuses silencieuses, comme s'il savait que je n'avais rien à faire ici, mais qu'il ne pouvait rien y faire. « Madame, je vais devoir appeler la hiérarchie. Je ne peux vraiment laisser entrer personne qui n'est pas sur la liste. Pas ce soir. » Il ne faisait que son travail. Moi aussi. J'ai hoché la tête, j'ai reculé et je me suis dirigée vers le côté du bâtiment hors de vue. J'aurais pu appeler quelqu'un. J'avais des relations, un grade de l'autorité. Mais ce dont j'avais besoin à ce moment-là, ce n'était pas une autorisation. C'était de la clarté. Ce n'était pas un malentendu. C'était un souvenir qui se répétait. Ça avait toujours été comme ça, les photos de famille, où j'étais coupée au sens propre comme au figuré. Les dîners de fête où Eric avait la place d'honneur à table, même avant d'être entré dans l'armée.
des anecdotes sur son service qui se terminaient par « Eh bien, c'est ton frère qui est le vrai héros ». Mon père ne m'avait jamais crié dessus, ne m'avait jamais frappé. Il m'ignorait simplement, calmement, systématiquement. Un jour, il avait dit à un ami de la marine, sans savoir que j'étais derrière la porte, « Beth n'est pas comme Eric. Elle est intelligente, mais ce n'est pas une guerrière. Elle est plus administrative. » C'était l'année où j'ai été promu capitaine de corvette. Ce soir, c'était son moment, une carrière complète dans la marine 35, en 4 déploiements, commandant de 3 navires, assez de médailles pour remplir un mur. Il méritait cette célébration. Ce qu'il ne méritait pas, c'était de réécrire l'histoire en effaçant une partie. Car moi aussi, j'avais servi discrètement sans relâche, dans des sites secrets et des ports étrangers, dans des salles de crise, et lors d'appels téléphoniques tardifs pour éviter de nouvelles pertes humaines. Mais il ne m'avait jamais demandé, jamais voulu savoir ce que je faisais réellement. Et j'avais cessé de lui en parler, car dire la vérité à quelqu'un qui a déjà décidé de l'ignorer n'est qu'une autre forme d'humiliation. Je me dirigeais vers la porte de derrière les mains fermes, mon sac d'uniforme se balançant à mes côtés, son contenu blanc, immaculé, plié à l'intérieur comme une déclaration attendant d'être dévoilée. Elle n'est même pas sur la liste. Il rit en disant cela, comme si j'étais une étrangère égarée qui essayait de s'incruster dans un mariage. Mais lorsque j'entrais en grande tenue, 3 étoiles brillant sur chaque épaule, je savais ce qui allait se passer. Il se lèverait non pas pour moi, mais pour ce que je représentais. Et cela me suffirait. Nous avons grandi à Coronado en Californie, où la vie militaire n'était pas seulement normale, elle était sacrée. Notre rue comptait plus de drapeaux que de boîtes aux lettres. Nos voisins étaient des Navy SEAL, des pilotes, des ingénieurs. Chaque week-end, on pouvait entendre les tambours de la base navale de l'autre côté de l'eau, et le 4 juillet, on avait l'impression que toute la ville était en uniforme. Mon père, le capitaine Thomas Carter, était un nom que tout le monde connaissait. Non pas parce qu'il cherchait à attirer l'attention, cela aurait été contraire à tout ce qu'il représentait, mais parce qu'il commandait avec une discipline à l'ancienne faite de sel et de fer. Même lorsqu'il n'était pas en service, il se comportait comme un homme qui avait un endroit important où allait quelqu'un à qui rendre des comptes. Et Eric était né pour incarner l'histoire que notre père voulait raconter. Il était bruyant, audacieux, athlétique. Il remportait tous les trophées de la Ligue junior et donnait à tous ses professeurs une raison de croire en son potentiel de leader. Il parlait comme s'il était déjà enrôlé. Il savait saluer avant même de savoir l'écrire. J'étais l'autre. Je ne causais pas de problème. Je ne demandais pas grand-chose. Je ne pleurais pas quand il oubliait la remise des prix de mon collège. Je ne faisais que rester silencieux. Comparé aux humains, les livres étaient un jeu d'enfant. La reconnaissance avait moins d'importance que les schémas. J'aimais particulièrement les choses qui me demandaient de me concentrer seule et de résoudre des énigmes comme les codes et les puzzles. Notre pelouse s'est transformée en terrain de parade lorsque Eric a reçu sa lettre d'admission à l'Académie navale. Mon père a fait des barbecues avec des steaks aussi gros que des pneus de voiture. La pelouse était bondée d'officiers supérieurs et subalternes. Un toast a été porté en l'honneur du futur Carter, qui allait revêtir l'uniforme doré. Ma mère a apporté un gâteau sur lequel était écrit « Futur amiral ». Je n'oublierai jamais le visage rayonnant de mon père, debout à côté d'Eric, le bras autour de ses épaules, comme s'ils avaient déjà remporté une victoire ensemble. Et moi, je distribuais les serviettes. Personne ne voulait savoir ce que j'avais fait ces derniers temps.
Le fait que j'avais remporté un concours national de cybersécurité organisé par la DARPA 3 jours auparavant est passé inaperçu. Papa était silencieux, il a hoché la tête et a dit « C'est bien bête, mais ce n'est pas une commission ». Il n'était pas méchant, juste mesuré lorsque j'ai abordé le sujet pendant le dîner. Le rôle, le devoir et la bravoure étaient des concepts qu'il comprenait bien. Le travail de renseignement, les tactiques et les aspects invisibles du combat, qui n'incluent pas les ponts d'envol ou les casques, étaient des choses qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait pas envie de comprendre. À ses yeux, je n'étais qu'un figurant dans le film sur l'héritage militaire de la famille Carter. Je ne m'étais pas inscrite en secret à l'Académie navale par esprit de rébellion, mais plutôt parce que j'avais peur que mon père soit gêné si je ne lui disais pas. J'ai ouvert la lettre après l'avoir gardée pendant ce qui m'a semblé une éternité après sa réception. J'avais laissé une trace humide sur l'enveloppe, car mes mains transpiraient abondamment. Pendant 3 jours, je n'ai rien dit. Un soir, je me suis tenue dans l'embrasure de la porte et j'ai crié « J'ai été admis ». Papa a simplement baissé les yeux vers son journal et a répondu « Ne fais pas d'histoire ». C'est à l'académie que je me sentais le plus chez moi. Tout y était sérénité, organisation et structure. Personne ne remarquait mon manque de loquacité. Le plus important était la vitesse à laquelle j'apprenais et mes résultats. Même si je n'étais pas le cadet le plus fort, je me classais 3e en renseignement, en transmission et en simulation de jeux de guerre. Sans dire un mot, je pouvais surpasser la moitié de mes camarades. À la fin de ma 2e année, les instructeurs ont commencé à me désigner comme candidat potentiel pour la filière du renseignement. Cela ne figurait pas dans la lettre de Noël envoyée à mes parents. Cette année-là, le rapport disait « Eric continue d'exceller dans les opérations navales. Beth travaille toujours aussi dur pour ses études. » Il était clairement indiqué que Beth travaillait toujours aussi dur. Mon propre père a minimisé ma récente promotion au grade de cadet commandant de mon unité que j'avais obtenue grâce à un travail assidu. Ce n'est pas le fait d'être seul qui rend solitaire, mais plutôt le fait d'être dans une foule où personne ne vous prête attention au-delà de votre apparence. Une apparition a été filmée par ma chère famille. Eric avait choisi de faire carrière dans la guerre de surface. Lors de la cérémonie de remise des insignes, mon père est arrivé avec un appareil photo et des chaussures bien cirées. Le conférencier a prononcé un discours préparé. Ils ont pleuré ensemble. Le commandant de la base leur a proposé un toast spécial. « Je suis fier de toi. Prends soin de toi, papa. » C'était la seule fois où mon père m'avait fait un compliment direct avant que je reçoive ma première commission dans la marine en tant qu'officier du renseignement. J'ai conservé cette carte pendant des années, non pas parce qu'elle avait une signification particulière, mais parce que c'était la seule chose que j'avais jamais reçue de lui. J'aurais pu facilement lui en vouloir, mais je m'en suis abstenue. J'ai élaboré une stratégie. J'ai cessé d'attendre sa reconnaissance. J'ai renoncé à essayer de gagner son approbation. Mon travail ne mentait pas, alors j'y ai mis toute mon énergie. J'ai été remarqué, évalué et promu par mon employeur. Jusqu'à ce que mon tour vienne, j'ai compris comment m'intégrer. Et ce moment allait être ce soir. Il croit à tort que je recycle du papier. Être assis dans un bureau climatisé à remplir des formulaires, analyser des feuilles de calcul et modifier des rapports rédigés par de vrais policiers qui font de vrais boulots. Et la blague récurrente dans ma famille quand ils daignent parler de moi.
Comme la vérité n'a pas sa place dans une conversation de Noël, c'est facile pour les gens de penser ça. Mieux vaut éviter la vérité quand on est en famille. Elle ne fait pas la une des journaux et ne rapporte pas de médailles. La vérité réside dans des salles sans fenêtres, 4 étages sous terre, et est entourée de secrets. Je supervise en effet une bataille entourée de secrets. J'ai choisi le renseignement naval après ma nomination, non pas parce que c'était simple, mais parce que cela exigeait de la précision, un leadership modeste, une réflexion approfondie et mes points forts. Intégré à une équipe de données tactiques, le USS Winston S. Churchill a été ma première affectation. On m'appelait la tour de guette parce que j'étais capable d'anticiper et de prévenir tout danger. J'étais discret, je ne tapais pas du poing sur la table. Personne d'autre n'avait la bonne idée de poser les questions que je me posais. Je suis passé du grade de lieutenant à celui de commandant après avoir été promu à ce rang. J'avais beaucoup de temps libre. Mes parents étaient toujours silencieux lorsque je les appelais, même si ma mère me félicitait rapidement. Eric faisait la une des journaux, j'ai amélioré mon niveau d'habilitation. À 37 ans, j'avais un nom de code et un couloir au Pentagone que personne d'autre ne pouvait emprunter. La structure hiérarchique dans laquelle on m'avait placé était si secrète que même l'annuaire de la Défense ne pouvait pas voir nos adresses e-mail. En matière de cyberguerre et de réponse aux menaces géopolitiques, nous faisions partie de la cellule. Une équipe secrète qui travaillait 24 heures sur 24. Il n'y avait pas de groupe de réflexion ici. Nous étions au cœur de l'action en direct dans le monde entier et très sérieux. Notre mission évitait l'éclatement du prochain conflit dans l'ombre. En 2020, j'ai passé une période de 37 heures à surveiller des paquets de données qui transitaient par un relais satellite dans la Baltique. Il s'agissait d'un décalage de quelques millisecondes dans les réglages GPS. J'étais le seul à l'avoir remarqué. Derrière ces retards se cachait une tentative de falsification des signaux orchestrés par un État qui, si elle avait réussi, aurait conduit un groupe de destroyers droit dans un passage miné. Ce navire de guerre, c'était celui d'Eric, l'USS Newport. Il n'en savait rien. Personne n'était au courant. Une semaine plus tard, ils m'ont envoyé par email une photo d'Eric souriant devant le mât du Newport. Maman a dit « Notre guerrier est heureux que le Seigneur veille sur lui. » J'étais sur le point de répondre quelque chose comme « Ou peut-être une petite sœur avec une équipe de 10 informaticiens et 2 perfs de caféine. » Mais j'ai décidé de ne pas le faire, car je n'avais rien à prouver à personne. Il s'agissait avant tout de faire le travail. J'ai été transféré en 2022 dans un centre de commandement de la côte Est. Techniquement parlant, ce n'était pas réel. Dans la pratique, il menait plus d'opérations à l'étranger que la moitié de la flotte active totale. Outre la supervision des interceptions en temps réel, je briefais les amiraux et conseillais les sous-comités de la NSA. Derrière des portes closes, il m'appelait « amiral », bien avant que je ne reçoive officiellement mes galons. Le plus étrange, c'est que je n'avais pas réalisé à quel point cela me manquait d'être remarqué avant que cela m'arrive. Le mardi est arrivé et s'est écoulé. Après avoir travaillé 2 quarts pour coordonner une opération de sauvetage d'otages au Niger, je suis enfin rentré chez moi. Afin de garantir que nos hommes puissent s'échapper sans encombre, nous avons redirigé toute une flotte de drones pour créer une diversion thermique. L'opération a été un succès. À 4h12 du matin, j'étais assis dans le noir avec une tasse de café froid et une douleur derrière les yeux qui n'était pas seulement due à la fatigue. J'avais retiré mes bottes. Ma mère avait envoyé un message sur le groupe de discussion familiale et je l'ai enfin remarqué. Une fois de plus, je suis vraiment fière d'Eric.
Personne ne m'avait tagué, mais mon père a dit « Il l'a mérité. Il est l'un des rares à continuer à faire un travail important. » Apparemment, il est pressenti pour devenir contre-amiral à un moment donné. Personne ne s'est inquiété de mon bien-être. J'avais 2 étoiles cousues sur mes épaulettes, attendant patiemment le jour où la marine l'annoncerait. Personne n'était au courant. Ils pensent que je réponds au téléphone en tailleur. Ils s'imaginent que je supervise des rapports. En réalité, je gère les tempêtes mondiales, les risques et les périodes de calme relatifs avant qu'ils ne fassent la une. Comme cela signifierait que je n'ai pas réussi à garder le secret, j'ai accepté le fait que personne ne prendrait jamais ma défense. Je suis toutefois resté connecté à quelque chose de tangible grâce à une chose. Une simple lettre de recommandation écrite par un général 4 étoiles remise en main propre. Elle disait « Le commandant Elizabeth Carter est personnellement responsable du désarmement réussi d'une menace multinationale sans aucune perte humaine américaine. » Elle était éloquente, mais est arrivée sans fanfare. Tard dans la journée de mercredi, j'ai appris ma promotion au grade de contre-amiral. Lorsque le message est apparu, j'étais seule dans la salle de briefing. Sous les étoiles argentées dans le tiroir de mon bureau, j'ai vu un texte qui disait « À compter du 0700 contre-amiral E. Carter sur ordre du SEC-NAV ». Il n'y avait ni caméra, ni champagne, ni embrassade. J'ai pensé à appeler chez moi, mais je ne savais pas quoi dire. Ce n'était pas moi qui allais dire « Salut papa, je viens de dépasser ton fils à la posture ». À ce moment-là, non. Peut-être que je suis fatiguée de passer inaperçue. Il ne s'agit pas de me vanter ou de chercher des louanges, mais de m'assurer que mon histoire soit racontée. Et je les ai laissés se tromper toute ma vie, plus maintenant. La luminosité et la solennité du printemps ont honoré l'événement qui a marqué l'héritage de la famille Carter, à savoir le départ à la retraite de mon père et la promotion d'Eric. Un country club militaire situé juste à l'extérieur de Norfolk a été choisi comme lieu prestigieux. Il ressemblait à une cathédrale avec ses escaliers en marbre, ses boiseries en acajou et ses drapeaux de chaque côté de chaque entrée. Le genre d'établissement où les uniformes sont vénérés plutôt que simplement portés. Selon l'email, il s'agissait d'un événement purement militaire et sur invitation uniquement. L'ironie, c'est qu'aucun Carter en service actif ne figurait sur la liste à part moi. J'étais habillée en civil avec un trench coat marron sur un pantalon et un chemisier noir, et je suis arrivée avec 15 minutes d'avance. Rien qui n'attirait l'attention. Je ne suis pas encore prête. En arrivant à l'entrée principale, j'ai remis ma pièce d'identité. Le jeune sous-officier chargé de la tablette était trop gentil. Les sourcils froncés et la mâchoire serrée, il a examiné la liste une fois de plus. D'une voix basse, il s'excusa auprès de la dame, comme pour le temps. Il retourna la tablette, comme pour confirmer que vous ne figuriez pas sur la liste des invités de la famille Carter. Les visiteurs confirmés étaient le capitaine Thomas Carter, Madame Angela Carter, le commandant Eric Carter et leur famille. C'était tout. Je le savais déjà. Quoi qu'il en soit, je le remerciais et m'écartai le cœur battant sous mon apparence calme. Laissant la gravité de la situation s'imprégner en moi, je restais immobile. Une odeur de cirage et d'herbe fraîchement tondue flottait dans l'air. Des groupes d'officiers et leurs familles défilèrent en leurs chaussures brillantes, leurs rires retentissants, leurs rubans scintillants. Puis je les vis. Un SUV entièrement noir s'est arrêté. Éric Grandbeau et au teint doré en est sorti le premier.
Il était habillé comme une star de cinéma dans son travail actuel. Alors qu'elle le suivait, ma mère a agité ses doigts sur ses perles. Puis mon père, avec son menton robuste et sa poitrine fière, est apparu. Il a continué à marcher comme s'il inspectait une flotte, même après avoir pris sa retraite. Ma présence les a fait s'arrêter. Après avoir salué sa femme, Eric s'approcha pour l'embrasser. C'est sûrement une erreur. Elle aurait dû épouser un vrai officier, m'a-t-on dit. Le garde fit de même. Même mon père ne m'a pas accordé un regard. Il guida Eric vers la porte d'un air distrait, en posant sa main sur son épaule, comme si je n'étais pas là. Je n'étais pas préparée. Vous seriez surpris de voir à quel point ce moment m'a peu blessée. Je n'ai rien ressenti. C'était indolore. J'avais déjà vécu cela, donc je n'étais même pas surpris. Comme un costume sur mesure, cette histoire avait entouré Eric, tandis que je restais en marge des réunions de famille, des cercles professionnels et des événements marquants de sa vie. Mais ce jour-là, quelque chose a changé. Le silence qui régnait autour de moi jusqu'alors, prudent et courtois, mais désormais étouffant, s'est enfin brisé. Une partie de moi s'est soudainement réveillée. Laisse tomber. Je fis demi-tour et me dirigeai d'un pas décidé vers le parking, sans prêter attention au voiturier. Après être passé devant lui, je déverrouillai la portière de ma voiture officielle et ouvris le coffre. À l'intérieur se trouvait un sac à vêtements plié et soigneusement fermé sur lequel était inscrit le nom de mon commandement, contre-amiral Elizabeth Carter. Je le sortis à deux mains, l'étalai sur la banquette arrière et le repassai pour en faire disparaître les plis. Reste calme et concentré. De l'autre côté de la salle, j'avais entendu que le diaporama était en cours de préparation des photos de la famille Carter d'Eric en tenue de combat et de mon père debout sur le pont, les bras croisés, le vent dans le dos. Je n'ai aucune photo ni aucun document de mes 22 ans de carrière. Ce n'était pas grave, étant donné que le contenu que j'allais présenter ne pouvait pas tenir sur un écran. Il fallait que je sois debout. Comme pour une cérémonie, j'ai pris mon temps pour m'habiller dans le véhicule. Une chemise blanche, impeccablement repassée, sans la moindre tache, avec tous les boutons et les insignes soigneusement attachés. Poli jusqu'à briller les étoiles argentées, reposait fièrement sur mes épaules. Je n'étais plus un contre-amiral par intérim honoraire, commissionné ou à titre honorifique. Je me suis regardée dans le rétroviseur. Imperturbable, une dame me rendit mon regard. Avant les déploiements au combat, j'avais vu ce visage lors de briefings confidentiels, mais maintenant c'était personnel. Je réapparus sous le soleil éclatant. Avant même que je n'atteigne le sous-officier posté à l'entrée, il m'aperçut cette fois-ci. Son front se plissa légèrement. Il se raidit, il dit « Madame », d'une voix à peine audible, la moitié de son corps consciemment engagé dans le mouvement. Je ne m'en suis pas rendu compte. Je répondis doucement. Vous n'étiez pas censé le faire. P. Une fois de plus, je levai ma carte d'identité. Son scanner passa au vert lorsqu'il la scanna. Sans aucun doute, c'était bien là une dérogation pour officiers avec accès complet. Je pouvais presque entendre le public se calmer et le tapotement du micro derrière lui alors que les commentaires introductifs commençaient. Je restais calme tandis que le temps passait. J'étais détendue. Je n'avais pas pris le temps de me coiffer. Je n'avais même pas redressé mon revers. Je continuais simplement mon chemin, traversais le vaste hall d'entrée du club Longueuil. Le couloir orné de plaques commémoratives et de photos d'autres hommes décorés
puis passai le poste de sécurité. Je sentais le poids du silence s'alléger à mesure que j'avançais. Ce n'était pas tant qu'ils m'autorisaient à entrer, mais plutôt que j'en avais assez d'attendre leur approbation. Le couloir menant à la salle était désert. Le sol était recouvert d'une épaisse moquette et les murs étaient ornés de peintures à l'huile et de décorations encadrées représentant des soldats portant des galons dorés. La plupart de ces personnes étaient décédées depuis longtemps, mais elles semblaient toutes avoir leur place ici. Je me suis demandé un instant combien de femmes avaient traversé ce même couloir avec 3 étoiles sur leur uniforme, moins que le nombre de doigts de ma main. C'était peut-être par respect pour les nombreux conflits qui m'avaient conduit ici, certains contre des ennemis lointains, d'autres contre des ennemis beaucoup plus proches, que je marchais d'un pas tranquille, plutôt que par peur. Le silence et la fraîcheur régnaient dans le salon qui donnait sur la scène principale. Une porte latérale non verrouillée, portant l'inscription « Réservée au personnel autorisé » était entr'ouverte. Une fois à l'intérieur, je m'arrêtai pour reprendre mon souffle avant de la refermer derrière moi. Un porte-manteau, un miroir, quelques bouteilles d'eau sur une petite table et une pile de programmes de cérémonie attirèrent mon attention tandis que je regardais autour de moi. Les sièges étaient en cuir. C'est ce jour-là que j'ai ouvert mon sac d'uniforme pour la première fois et que je l'ai posé par terre. À l'intérieur se trouvait ma tenue d'apparat blanche impeccable et étincelante. Comme s'il s'agissait d'un drapeau, je l'ai étalé sur la table. Peut-être était-ce le cas symbolisant non pas la version de moi dont on s'était moqué à Thanksgiving ou à Noël, mais le vrai moi. Alors que je commençais à me transformer, mes pensées sont revenues vers un sentiment de puissance plutôt que d'agonie. En 2018, lors de l'opération Lion Wake en Somalie, une équipe de Navy SEALs en mission de reconnaissance n'a pas pu échapper aux lignes ennemies en raison d'une interruption des communications. C'est moi qui ai redirigé un satellite de surveillance depuis un théâtre d'opérations russe afin d'assurer une couverture thermique 24 heures avant le retrait. Un miracle selon les chefs d'état-major interarmés. Cela a été repoussé à mardi. J'ai fixé la première étoile sur mon épaule gauche. Appuie sur le bouton. Un cargo non identifié transportant des matières radioactives a été signalé par notre équipe de données lors de l'opération Albird en mer de Chine méridionale en 2020. En coordonnant une interception conjointe avec les Australiens et le MI6, nous avons pu neutraliser le danger et éviter un incident maritime qui aurait pu se transformer en catastrophe en moins de 12 heures. Je n'en avais aucune idée, dit Eric. Toute ma famille l'ignorait. Il avait été promu commandant, mais ils étaient trop occupés à rédiger une énième lettre familiale enthousiaste pour s'en apercevoir. Appuyé sur le bouton. Je regardai à ma droite et vis la 2e étoile. Solstice Drift, opération top secrète. Je peux seulement dire que j'ai empêché quelque chose d'horrible de se produire et personne ne l'a jamais découvert. Appuyez sur le bouton. La dernière étoile, la 3e, elle n'était pas là pour faire jolie, mais pour prouver qu'elle avait sa place parmi les autres. Mon attention se porta sur le miroir. La femme qui s'était retournée n'était pas furieuse. Elle ne semblait pas froide. Elle semblait entière et sereine. Depuis ma promotion, j'avais évité de porter cette tenue en public. Il n'y avait ni caméra, ni enregistrement public lors de la cérémonie qui s'est déroulée dans une salle privée. Il n'y avait que le drapeau, une poignée de collègues, et la voix calme de l'amiral lisant ma citation. Tous les membres de ma famille avaient manqué la cérémonie.
pour services méritoires soutenus du plus haut niveau dans des fonctions de commandement stratégique mondial. Il ne se doutait pas que cela s'était produit. Une fois la couverture blanche glissée sur ma tête, j'ajustais la visière pour qu'elle repose juste au-dessus de mes sourcils. Après être resté assis un moment, je me souvins de la célébration de Noël 2 ans plus tôt. Après l'arrivée tardive d'Eric en uniforme, qui plus est papa, avait levé son verre aux vaillants combattants de la famille Carter. J'étais le seul à ne pas avoir applaudi. Je venais de rentrer d'une réunion d'information à Bahreïn sur des renseignements d'urgence. Je n'avais pas dormi depuis 3 jours. Mon costume de cérémonie était encore suspendu dans ma voiture. Je m'étais abstenu de le porter à l'intérieur pour ne pas voler la vedette à mon frère. Après avoir informé mon père de l'endroit où je me trouvais, il m'a fait un petit signe de tête et m'a dit « J'espère qu'ils ne t'ont pas trop fait travailler au bureau. » Puis il s'est levé. Fini les vêtements amples. Fini les trench coats beiges et discrets. En entrant dans la salle, je ne me comportais pas comme une fille, une sœur ou même une Carter. J'étais escortée en ma qualité officielle d'amiral de la marine américaine. J'ai ouvert la porte et je suis sortie dans le couloir. Une mélodie s'est élevée. Près de l'entrée de la salle à manger, un ensemble à cordes avait commencé à jouer une douce version instrumentale de Encores Away. La salle était bondée avec plus de 300 officiers amis et membres de la famille, tous regardant devant eux et attendant patiemment. Toujours méconnu, je suis restée à l'arrière. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Nous aimerions commencer la partie officielle de la cérémonie de ce soir en accueillant l'invité d'honneur, le capitaine Thomas Carter. Une voix familière a alors retenti dans le système de sonorisation et des applaudissements ont éclaté. Se levant de la table centrale, mon père s'est approché de la scène avec un sourire humble. Ma mère avait les yeux humides. Eric se leva et monta à la tribune. Mon père Ganin est un homme discret, mais ce qu'il a fait pour ce pays et pour cette famille en dit long. Et ce soir, nous rendons hommage à l'héritage qu'il a bâti et à l'avenir que nous poursuivons. Une référence à la coutume, à la prévisibilité et à l'ordre. C'est alors que je m'en rendis compte. Alors, tandis que nous accueillons mon père sur scène, je demande à tous les officiers de la famille Carter de nous rejoindre au premier rang. Un moment de silence. « Attendez, il y a un autre Carter », murmura quelqu'un derrière moi, et soudain tout s'arrêta. Je fis un petit pas en avant, puis un autre. Un frisson parcourut l'assistance, poussant de nombreuses personnes à lever les yeux, à poser leurs verres et à commencer à chuchoter. Ce fut aussi soudain qu'un tsunami qui s'abat. Ils n'avaient vu que le costume blanc et les étoiles. Avant tout le monde, les Navy SEALs se sont levés et ont poussé un cri militaire, pas une acclamation ni des applaudissements, car eux seuls étaient au courant. Avaient lu les rapports, vu mon indicatif dans les dossiers confidentiels et me devaient de la vie. Au commandement Amiral Carter au premier rang, 300 soldats se sont levés d'un bond. Il n'y a pas de son comparable à celui de 300 Navy SEALs se levant à l'unisson. Ce n'est pas un grondement. C'est une explosion. Les chaises raclaient le sol brillantes tandis qu'ils reculaient. Les rubans des médailles s'entrechoquaient. Des ordres chuchotés circulaient dans les rangs. Des bouts d'épaule contre épaule, le dos droit. Ces hommes avaient passé des années à perfectionner leurs mouvements coordonnés. Amiral Carter au premier rang. Inutile de dire que le banquet changea d'ambiance en un instant. Lors des diaporamas et des discours préparés, l'attention de tous se détourna de mon père Eric
et du reste de notre famille. C'était vers moi que tous les regards se tournaient. Inutile de crier. Les mots étaient superflus. Je me contentais de marcher. Comme la mer rouge, les premiers rangs s'écartèrent. Je gardais un regard calme et imperturbable, tandis que quelqu'un murmurait mon nom. Ce n'était pas de l'angoisse. Le moment était venu. En descendant l'allée, je pouvais sentir l'impact de l'instant se propager, un mélange de stupéfaction et de familiarité. Le vicomte Torres, assis 3 tables plus loin, cligna des yeux et hocha la tête. En effet, le contre-amiral Voss se leva à nouveau et salua. Je lui rendis son salut en inclinant poliment la tête. Même si je n'étais pas là pour suivre la tradition, je remarquais que les règles ne mentionnaient pas le salut. J'étais venu chercher la vérité. Ma mère était tellement bouleversée qu'elle se serra la poitrine à 2 mains. Il y eut un silence tandis que sa mâchoire se relâchait légèrement. Mon père restait immobile. Dans cet espace inconfortable entre anticipation et rejet, son verre d'eau, Guizon, resta à moitié renversé, à moitié levé. Un visage dénué d'émotion accueillit Eric. Il semblait plus perplexe, comme si quelqu'un avait altéré sa perception de la réalité et modifié les variables plutôt que gêné ou honteux. « Beth », dit-il doucement, en restant silencieux. Je m'assis au premier rang juste devant eux, ni derrière ni à côté. Un jeune policier s'approcha de moi, l'air nerveux et rouge, et me tendit un programme écrit. « Monsieur, nous ne savions pas que vous seriez là. Votre nom n'a jamais été communiqué. » ai-je conclu gentiment. Il a cligné des yeux, hoché la tête et dégluti avant de répondre. « Oui, j'ai remarqué. Nous allons modifier l'ordre de présentation. » J'ai donné mon accord, comme s'il venait de remettre un plan de salle à quelqu'un ayant l'autorisation de lancer une arme nucléaire. Il s'est précipité en disant « Continuez ». Au bout d'un moment, Eric reprit le micro. Sa voix tremblait, tandis qu'il tentait de retrouver son sang-froid et son sourire. « Eh bien, il semble que notre héritage familial soit bien vivant d'une manière que je ne soupçonnais pas, » dit-elle avec un rire timide et doux. Puis il me désigna et dit « Applaudissons tous chaleureusement le contre-amiral Elizabeth Carter. » Après cela, quelques applaudissements ont retenti ici et là, mais ils étaient impolis, hésitants, pas impolis, juste perplexes. Car l'histoire avait évolué et personne n'avait répété cette interprétation au préalable. À l'issue de la cérémonie officielle et de la remise du drapeau de mon père dans un coffret en verre, la foule s'est dispersée en petits groupes. On a fait passer des hors-d'œuvre et des boissons. Les conversations ont repris doucement. Je me tenais tranquillement près de la fenêtre, étanchant ma soif en solitaire. Je ne cherchais personne. C'était tout. Mais ils sont venus. Villa, Torres le premier. Amiral Carter, a-t-il dit en me tendant la main. Nous ne nous étions rencontrés qu'une seule fois auparavant, lors d'un exercice conjoint au-dessus de l'Islande. C'est un honneur. C'était la façon soignée dont il a plié ses documents qui m'a marqué. « Je suis surpris de vous voir ici, » murmura-t-il. Je souris légèrement et répondis. « Ils sont encore en train de rattraper le temps perdu. » Moi aussi. Le commandant Jansen, membre des forces spéciales de l'opération Lion Wake, fut le suivant. Avant de me regarder avec une expression de gratitude qui n'avait pas besoin d'être traduite, il resta silencieux et se contenta d'acquiescer. « Vous nous avez ramenés chez nous, » finit-il par dire avec émotion. Cela suffisait.
Eric s'avança lentement et sans fanfaronnade pour être le dernier. Comme quelqu'un qui venait d'apprendre qu'il n'était pas le personnage principal, il semblait épuisé et abattu. Il demanda « Combien de temps ?»« 15 ans, répondis-je. Comme s'il n'était toujours pas certain qu'il ne s'agissait pas d'une ruse, il hocha lentement la tête tout en jetant un coup d'œil à ma tenue. « Vous êtes mon sûr. Vous êtes mon supérieur. » Le ton était plus admiratif qu'animosité. « En effet, répondis-je, mais cela n'a aucune importance. » Après avoir fini mon verre d'eau, j'ai dit « Alors qu'est-ce qui compte ?» jusqu'à ce que je le pose enfin. Debout derrière lui, mon père gardait les bras croisés, observant en silence, sans menace. Ce qui compte, c'est combien de temps tu as cru que je ne le savais pas. Après ce qui m'a semblé une éternité, nous avons enfin établi un contact visuel. Un signe de tête lent et hésitant comme le début d'un discours, au lieu d'un salut ou d'une poignée de main. Je restais seul dans le hall à la fin de la soirée. Tout le monde était parti. Ma mère m'embrassa brièvement avec passion et les larmes aux yeux. Mon père me serra fermement la main. Mon frère ne dit rien. Cependant, le jeune officier subalterne posté à l'entrée resta raide comme un piquet, tandis que je me dirigeais vers la sortie. On se répète en Iramira. Je lui ai rendu son salut, je suis sortie dans l'air nocturne et j'ai souri non pas parce que j'avais prouvé qu'ils avaient tort, mais parce que j'avais enfin renoncé à essayer. Après 6 mois d'absence, j'étais enfin de retour chez mes parents. À Virginia Beach, un dimanche après-midi, le vent soufflait doucement sur le porche. La maison n'avait pas beaucoup changé, le drapeau devant la porte et la balançoire branlante était toujours là. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La vitrine de la famille Carter, un meuble en bois de cerisier foncé récemment fabriqué avec une façade en verre, était appuyée contre le mur du fond dès que j'entrais dans le salon. Debout à côté, mon père polissait soigneusement la vitre, non pas de manière obsessionnelle ou ostentatoire, mais comme si c'était important. En regardant à l'intérieur, j'ai vu les rangées de décorations. Ces médailles du Vietnam, la citation à l'ordre du jour de la marine d'Eric et un drapeau plié provenant de l'enterrement de mon grand-père. Ma médaille du service distinguée, cependant, se détachait au milieu à la vue de tous. À côté, il y avait une photo dont je ne connaissais pas l'origine. Elle me représentait en uniforme blanc, serrant la main du vice-amiral Torres, 3 étoiles brillant sur mes épaules. Une petite inscription en laiton disait « Contre-amiral Elizabeth Carter, commandement du renseignement de la marine américaine. Service au-delà de toute reconnaissance, courage au-delà de toute louange. » Mon père a remarqué que je regardais et en a pris note. Se redressant, il s'éclaircit la gorge. Ce n'était pas une excuse, mais une reconnaissance essentielle. Je pensais qu'il était temps que le cabinet raconte toute l'histoire. Quelque chose a changé ce soir-là pendant le dîner. Le ton d'Eric, moins guindé et plus sincère, caractérisait sa description de son nouveau poste. Il voulait savoir comment mon équipe gérait les désaccords sur les structures hiérarchiques. Il m'a écouté. Ma mère voulait savoir si j'avais envisagé de devenir instructrice là-bas. « Ils ont besoin de femmes fortes comme toi », m'a-t-elle dit doucement. Avant cela me blessait d'entendre des commentaires tels que « les plus intelligentes, celles qui ont vraiment vu le monde ». Enfin, j'avais une chance de briller. Le soir, Eric et moi nous sommes assis tranquillement sur la balancelle de la véranda, celle où il faisait des nœuds quand il était petit pour lire des livres d'histoire militaire. Au début, nous sommes simplement restés là à regarder le vent souffler dans les arbres.
Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit « Je suis désolé ». Ces mots étaient brefs, mais profonds. Il secoua la tête en signe de désapprobation. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. J'ai fait beaucoup de suppositions sur ce qui comptait dans cette famille, sur ce qui était important. Il détourna le regard. À ma grande surprise, elle a répondu « En vérité, j'avais peur. » Il a acquiescé d'un signe de tête. Il a dit « Peur d'être le deuxième ». J'y ai réfléchi. Laissez-le s'exprimer sans le critiquer. Je ne voulais pas vous éclipser, ai-je murmuré. C'est pour ça que je ne portais jamais mon uniforme devant toi, que je ne parlais jamais de mon travail. Il a fait jamais. Il a esquissé un petit sourire. Il s'est arrêté et a murmuré « Toi, tu l'as toujours fait ». Nous sommes restés assis encore un moment, et pour la première fois, je l'ai ressenti pas seulement de la paix, mais aussi de l'égalité, pas une égalité formelle. En fin de compte, je ne pouvais pas t'empêcher de briller. Tu l'as mérité. Un respect humain, plutôt que des ceintures de sécurité et des récompenses ou des poignées de main. Il était là malgré sa fragilité, comme du verre. Mon père m'attendait à la porte lorsque je me suis levée pour partir. Au lieu d'essayer de m'embrasser ou de dire quelque chose de profond, il m'a simplement regardé fixement. Cette fois-ci, il n'a pas détourné les yeux. Il a dit « Tu fais la fierté de la marine amirale » en marquant une pause pour souligner ces mots. Et tu m'as aussi rendu fière. Je ne savais pas quoi dire. J'ai hoché la tête une fois, non pas parce que j'avais besoin de mots, mais parce que leur signification avait pris de l'importance pendant mon absence. Plus tard dans la soirée, je me tenais debout dans mon appartement de Washington, D.C. et je regardais les étoiles par la fenêtre, les vrais pas, une imitation, ou quelque chose cousu sur l'épaule de quelqu'un. J'ai repensé à toutes ces années que j'avais gaspillées à essayer de gagner l'admiration et l'acceptation des autres, ainsi qu'une place à leur table. Je n'avais plus besoin de chaise, j'avais reçu un ordre. J'étais motivée, je me sentais à l'aise. Si le sang avait fait le nom des Carter, c'était mon travail invisible, mes louanges discrètes et mon dévouement désintéressé qui lui avaient redonné tout son sens. Si vous vous reconnaissez dans le protagoniste de cette histoire, ou si vous avez déjà attendu devant une porte que quelqu'un vous voie tel que vous êtes, vous n'êtes certainement pas seul. Chez Honorline, nous croyons qu'il faut célébrer les petites victoires comme celle-ci. Votre histoire est importante. De plus, abonnez-vous, commentez ou partagez avec quelqu'un qui n'a pas encore été vu si vous pensez que l'honneur est plus important que le sang. Ils méritent eux aussi d'être au premier rang.